Bienvenue dans cette vidéo de cours qui portera sur l'ego. Qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il n'est pas, pourquoi en fait c'est super important d'évoquer cet aspect du spirituel et dans quelle mesure justement il est fondamental pour toute pratique magique, chamanique et spirituelle en général de savoir exactement ce qu'est l'ego et du coup de le travailler pour obtenir de meilleurs résultats tout simplement. Alors, la première fois que j'ai entendu parler d'ego, autrement que par ses racines langagières telles que il a un gros ego et les notions d'égoïsme et d'égocentrisme qui sont pas forcément liées à la psychologie d'ailleurs, plus du langage populaire. Même si c'est terrible qu'en psycho on n'étudie pas l'ego parce que pourtant il y a du boulot. En fait, voilà, c'était quand j'ai commencé donc le chamanisme et c'est ici que j'ai trouvé les premières mentions de l'ego qui, je l'ai relu, ne sont pas spécialement détaillées, donc je pense que ma vidéo a vraiment de la valeur ajoutée. Je vais vous lire le passage où il en est fait essentiellement mention et qui a à voir justement au canevas de la pratique chamanique, donc vraiment les racines, la base disciplinaire d'une pratique chamanique saine. Les préceptes majeurs donc sont rester simple, humble, travailler son ego, voir où est sa place dans l'instant présent, ne rien attendre, se détacher du résultat. C'est une extrême gageure pour notre société occidentale. Quand on pratique le chamanisme, c'est comme si toute notre éducation allait à l'encontre de ça. Parce qu'il y a des sociétés où l'ego, l'humilité est valorisée. Je pense le Japon notamment, enfin des sociétés plus orientales où c'est plus valorisé d'être humble. C'est une espèce d'ego spirituel comme ça qui se dit « Oh, il est humble, c'est bien ». Nous en France c'est juste l'inverse quoi. C'est plus t'as une grande gueule et voilà vraiment le coq qui fanfaronne sur son tas de fumier, c'est exactement ça. On est les spécialistes, je pense, internationaux de l'ego. Vraiment. Les Français ne se sentent plus pissés. Et du coup, pareil, pour le mental, c'est l'orgie. On a un esprit, Descartes qui venait d'ici, hein, très cartésien, très dans le doute, pas du tout dans le lâcher-prise, et très carré, très toute puissance du mental, quoi. Autant vous dire que pour une pratique chamanique et magique, c'est complètement, il faut complètement déraciner tout ça, quoi. Donc cette vidéo va notamment vous aider à travailler sur vous, à voir exactement quel est l'ennemi et dans quelle mesure à quoi il faut s'attaquer et à quoi il ne faut pas toucher justement. Alors, soulignant que le terme pratique est très clair, il s'agit de pratiquer encore et encore assidûment pour progresser. Sans cela, la pratique n'en est plus une. Effectivement, travailler son ego, c'est une vigilance constante et un long travail. Parce qu'il est taquin, il va se cacher, il va se faire passer pour votre intuition, il va se faire passer pour plein de choses. Et c'est une longue chasse et une longue prise de conscience et du travail au quotidien, hein, parce qu'il partira jamais. Alors, j'entends souvent remarquer que le premier et le troisième précepte semblent identiques. Ce n'est pas le cas. Rester simple et humble, la simplicité et l'humilité comme état d'être, juste être soi-même, sans après se présenter tel que l'on est. L'humilité, c'est accepter sa condition d'être humain avec toutes les facettes qui la composent, sans en valoriser ni en mésestimer aucune. Travailler son ego, voir où est sa place dans l'instant présent demande une remise en question sincère. Ce que je dis ou fais est-il en harmonie avec mon être authentique, ou cela m'est-il dicté par un désir profond de paraître ce que je ne suis pas? Ou suis-je venu travailler sur moi en toute franchise face à moi-même? C'est vraiment... Voilà. Si vous voulez travailler votre ego, vous n'avez pas de cachette possible. Vous devez être 100% honnête, sincère, direct avec vous-même. Vous ne devez rien vous cacher. Y compris ce que vous n'avez pas envie de voir. Parce que c'est là que se terre votre ego. Et
tant que vous ne faites pas la lumière sur ces zones d'ombre, ce sera le territoire de votre ego. Et vous ne pourrez pas y mettre l'amour qui pourra faire en sorte qu'il n'existera plus. Alors, comment, effectivement, moi je définis par rapport, effectivement, à ces préceptes de base qui m'ont permis, moi, de me dire, ah, mais oui, mais ça c'est une base saine, et je vais faire ça. Et très rapidement, j'en suis venue à souhaiter la mort de mon ego, parce que je me rendais compte à quel point, en fait, cette supériorité que je ressentais en moi était délétère. Ça m'avait blessée, ça avait entraîné des dynamiques karmiques relationnelles très importantes, détruit plus que construit, et c'était absolument malsain, quoi. C'était vraiment l'ennemi à abattre pour moi, ce qui n'était pas moi, ce qui était mon monstre intérieur. En fait, pour moi, j'avais vraiment un monstre intérieur. Je l'ai même déjà vu en voyage chamanique, il était pas beau, je voulais pas le voir, et heureusement, voilà, tant qu'on en a peur, qu'on fuit son ego, il a d'autant plus de pouvoir. Mais si on a le courage de le regarder en face et de se dire, tu ne me fais pas peur, tu n'es pas moi, et je prendrai soin de toi, et je te déracinerai de plus en plus de mon être, jusqu'à ce que tu sois plus que la zone d'ombre qui n'a pas encore appris l'amour, juste ça, voilà, je te lâcherai pas. Et là si on regarde droit son ego en face, il peut plus rien faire, il se désintègre, il n'a plus d'existence, il n'a plus aucun pouvoir sur son existence, et on vit beaucoup beaucoup mieux, plus sainement, plus sereinement, plus simplement, plus authentiquement. Donc voilà, pour moi, d'où vient l'ego? En fait, c'est super important de le savoir. Pour moi, il vient de notre culture. Donc je vous ai dit français, tout ça, mais il faut bien savoir qu'on a été élevé dans une éducation violente. C'est ce qu'on appelle maintenant la violence éducative ordinaire. Et à l'école, dans un système de compétition et d'évaluation permanent. Pour certains, il y a eu des blessures parce qu'ils étaient ils étaient évalués moins bien que les autres, mais pour d'autres aussi, et comme moi, ils étaient évalués au-dessus des autres, et ça leur a valu un gros ego. Ego que d'ailleurs une large majorité de scientifiques et d'universitaires se trimballent toujours, aux grandes dames de leur intelligence, leur réelle valeur intrinsèque, et qui est vraiment détestable. L'ego, c'est quoi? Ego, si je ne m'abuse, c'est moi-je, en latin. Ça parle du moi, mais moi comment? L'identité et la persona, la personne qu'on est. Et très vite, en fait, justement, pour quand je me réfère à l'ego, je parle vraiment du masque social qu'on est venu à porter pour se définir et être une sorte de c'est une construction qu'on a mis en place justement face à cette violence et cette évaluation permanente pour pouvoir se situer, pour pouvoir exister. À défaut d'avoir été élevé dans la bienveillance, la positivité, l'humilité et l'amour, voilà comment on en vient à construire un masque qui n'est pas nous, pas le vrai nous, pas le moi, le beau moi, plein de qualités, d'amour, de lumière, mais au contraire tout ce qui est de l'ordre des ombres, des blessures, des peurs, et qui est assez malsain en fait, et qui s'affiche par peur de montrer qui il est. Donc, quels sont les mécanismes? Comment fonctionne l'ego? Comment vous pouvez reconnaître un ego? Que ce soit quand vous pensez, quand vous parlez, quand d'autres parlent ou écrivent. L'ego compare, juge, évalue. Ça, c'est plus que. Alors, surtout comparer entre personnes ou entre êtres vivants. C'est de l'ego. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce mème sur internet où il y a une pyramide où il y a un homme, une femme, une baleine et puis tout plein d'animaux comme ça. Donc ça c'est l'ego. Tout ce qui est hiérarchique de toute façon c'est égotique. Et écho, c'est-à-dire un homme, une femme au milieu de plein de choses à l'égalité. Donc l'ego, voilà, essaye d'avoir un statut. Essaye de se valoriser, mais en comparaison et potentiellement en rabaissant les autres. L'impression qu'il faut absolument
marcher sur les autres pour pouvoir exister. Bien sûr, c'est pas la réalité. C'est une illusion, c'est une construction sociale, consumériste, mais pas que en fait. C'est aussi pas mal du patriarcat, même si on avait aussi dans le matriarcat de l'ego, bien sûr. C'est vraiment l'essence, on va dire, démoniaque de notre être. Enfin ouais, j'ai le film, vous savez, l'avocat du diable avec Keanu Reeves, quand en fait c'est un avocat qui par ego, par fierté, va essayer de faire quelque chose de désintéressé, mais du coup c'est voué à l'échec parce qu'il a trop d'ego en fait, il le fait pas pour les bonnes raisons. Et vraiment en fait l'ego n'a jamais de saine motivation. Ça va être, il va essayer en fait de se protéger, d'acquérir des choses qui, de par sa manière de faire, ne viendront jamais à lui en fait, jamais. Comment se nourrit un ego? Parce que oui, un ego ça se nourrit, il faut absolument lui couper toute nourriture, il faut vraiment surveiller. Moins vous le nourrissez et moins il sera présent, puissant, et plus vous pourrez le tenir à l'œil. Donc les compliments. Les compliments, mais attention, c'est pas de la reconnaissance. La reconnaissance, c'est effectivement, ça va. Mais dès que c'est ah tu es trop, tu es, et que en fait les compliments touchent en fait une forme d'adoration, de divinisation, là oui, ça c'est mauvais. Et vous devez, si vous avez une éthique et si vous voulez absolument pas vous choper un ego, trancher dans le vif et empêcher les gens de le faire. Parce que non seulement ils abandonnent leur pouvoir créateur à une autre personne, mais en plus vous récupérez des énergies égrégoriques qui vont nourrir votre ego et qui vont être très malsaines. Donc vraiment, faut pas laisser les gens vous adorer. Vous estimez à la valeur qu'ils vous donnent, c'est toujours une espèce de travail de funambule, d'avancer sur une ligne droite où tu vas pas tomber dans les affres de l'ego, mais quand même te maintenir à ta juste valeur et à ta place. C'est pour ça que je vous parlerai aussi de ce qui n'est pas l'ego et de ce qui est absolument important et que certains appellent ego, alors qu'en fait c'est pas du tout ça, c'est quelque chose de très positif au contraire. Donc je vous ai parlé un petit peu des racines de l'ego. C'est l'ego, pourquoi il y a ce masque qui se construit? Parce qu'on n'est pas fini, parce qu'on n'est pas on n'est pas ascensionné encore, donc on a encore des parts de rien en nous, des choses à construire, à illuminer. Donc ce vide, ce rien, cette déesse comme ça qu'on porte en nous, c'est, voilà, quand il va être mis, on va faire jour sur le fait qu'il n'y ait rien en nous vis-à-vis de qualité humaine, de vertu, de lumière. Qu'est-ce qui se passe? Soit on reste humble et on dit je sais rien, je sais pas, je ne sais pas faire, c'est pas mon domaine de compétence, effectivement, là c'est une faiblesse ou un manque de ma part. Dans ce cas-là, si on a été élevé dans une société comme ça, on peut penser que l'ego ne va pas émerger. Mais malheureusement, c'est pas notre société et on a tendance à vouloir quand même se mettre en avant, quand même justifier, quand même... voilà. Et ça, ça c'est comme ça qu'effectivement, par peur en fait de paraître moins que ce qu'on est, alors qu'en fait, quand on l'est pas, c'est tout, c'est pas une honte d'avoir du vide en soi. C'est pas une honte d'avoir des limites ou des faiblesses ou des manques. C'est pas une honte. C'est notre préciosité d'enfant chéri de l'univers qui apprend à devenir lumière, encore plus lumière dans la matière, et qui est un très long processus qui prend des tas et des tas de vies. Donc c'est parce qu'on est aussi trop dur avec soi, qu'on n'est pas assez tendre avec soi, que justement de l'ombre naît la peur, et des peurs et du masque naît les blessures. Et l'ego va directement se placer quand il y a eu des blessures. Et quand on n'est pas très au clair avec ses blessures, si on refuse d'être blessé, l'ego va se mettre pour empêcher d'être blessé davantage, ce qui ne marche pas, hein. L'ego n'est pas un bon rempart contre les blessures, et ce qui en plus empêche de guérir. Parce qu'il faut être au clair avec ses blessures pour pouvoir en guérir. Donc vraiment, comment
aller à la racine de son ego, moi ce que j'ai investigué, c'est que vraiment, il faudrait soigner toutes ces blessures, qu'elles soient physiques, sociales, émotionnelles, morales, intellectuelles. Donc ça fait du boulot, parce que cette société est violente et évaluatrice. Donc si vous voulez éradiquer toutes les racines comme ça de l'ego, il faut se guérir. Se guérir dans l'amour, bien sûr, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on guérit. En venir à aimer ces parties faibles ou fragiles de nous-mêmes et à les remplir d'amour. Il faut vraiment être le parent bienveillant qui n'a pas forcément été en mesure de nous nourrir d'amour correctement, et que ce soit cosmiquement, vous récupérez de l'amour cosmique de vos anges, des êtres de lumière qui veillent sur vous et vous gorgez d'amour, ou tout simplement si vous parvenez à vous aimer réellement, à mettre vraiment votre amour dessus. Vous dites, toi tu es du vide mais je t'aime, parce que tu es un futur moi de lumière, et tu es le berceau d'une belle chose qui va naître, et en ça, je t'aime profondément. Vous traitez votre ego, enfin les racines, l'ombre de votre ego, vraiment la substance de base, comme si c'était un petit bébé à protéger, et vous ne le haïssez pas, ce qui lui donnerait plus du pouvoir. Si vous traitez votre ego avec amour et bienveillance, avec patience, avec conscience, vous allez avoir vous n'allez pas être en guerre avec vous-même. Parce que malheureusement, moi j'ai été pas mal en guerre avec moi-même, c'est pour ça que j'ai un peu levé le pied. Parce que voilà, la guerre permanente, ça fait qu'on n'est pas forcément en paix avec soi-même, et si on n'est pas en paix avec soi-même, on ne va pas être en paix avec les autres non plus, quoi. Donc voilà, des notions comme tuer son ego, dans une certaine mesure, l'ego meurt, oui. Et c'est la meilleure mort qu'on puisse se souhaiter. Des morts comme ça, pas juste symboliques, hein, mais morales, intellectuelles, comme ça. Des parties de nous, des parties du masque qui cèdent. Et on a l'impression qu'on perd une partie de soi, mais je vous assure que c'est pas vraiment soi, c'est comme une peau qui se desquame et qui révèle, qui permet du coup de mettre quelque chose de mieux à la place, de réel. Alors que qu'est-ce qui justement n'est pas l'ego? Qu'est-ce qui est absolument pas à chasser, et au contraire qui doit être nourri pour justement prendre la place de l'ego, pour qu'il ait plus de territoire, ou pratiquement plus. Et bien justement, déjà voilà, la posture mentale en permanence, c'est vraiment essayé d'être simple et humble, tout le temps, à sa place, sentir, et du coup, vous empêcher de vous comparer. Se comparer, c'est souffrir. Tant que vous vous comparez aux autres pour trouver votre valeur, vous ne la trouverez pas. Il faut que vous la fassiez émerger de vous. Et vraiment, voilà ce que le prof avait dit en cours, et qui m'a vraiment marqué, parce que je me suis dit, mais oui, mais c'est tellement ça. Se comparer, c'est souffrir. Et y compris quand on se compare et qu'on se juge meilleur qu'eux. Bah oui, mais tu te coupes de l'autre, tu vas lui faire du mal. Tu te fais du mal à toi en croyant que, parce que c'est tout simplement, c'est l'ego en fait, de croire qu'on est meilleur qu'eux, même sur certains plans ou quoi. On a toujours des manières différentes de faire, c'est jamais vraiment juste. Et quelle valeur peut bien y avoir, quel intérêt peut-il bien y avoir à être meilleur qu'eux? Est-ce que c'est de l'amour? Non. C'est de la compétition, c'est de la situation sociale. C'est malsain. Ça fait pas une société saine, après, égale. Une vraie démocratie ne peut pas se construire dans l'ego. Elle doit se construire dans la co-création, l'égalité. Donc, qu'est-ce qui... voilà, l'humilité vous permet de vous dire que vous êtes cette égalité, cette horizontalité parfaite et harmonieuse se trouve quand on se trouve à sa place, ni plus haut ni plus bas que les autres, et au même niveau, y compris qu'une pierre. Si vous vous sentez mieux qu'une pierre, vous avez de l'ego à travailler, ou qu'une plante, ou que, voilà, vous êtes vivant, elle est vivante, vous avez chacun un rôle à jouer, vous êtes partie d'un tout, et c'est harmonieux, et vous n'avez pas à classer, à organiser, voilà. Surtout pas dans la valeur morale. Qu'est-ce qui est sain par rapport à ce que certains pourraient appeler égo, ou qui renvoie effectivement à des notions d'égoïsme, d'égocentrisme?
Pour moi, l'égoïsme et l'égocentrisme sont vraiment pas l'ennemi, ils sont au contraire très vertueux. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont très hétérocentrés et ne savent pas s'occuper d'eux-mêmes, et c'est une catastrophe. Et certains sont ont un locus of control, ça c'est un terme de psychologie sociale, je vous mettrai, c'est des études très intéressantes de psychologie sociale, donc qui ont identifié que le lieu de contrôle, donc un peu l'origine des choses qui nous arrivent, peut être soit plutôt interne, donc égocentrique, soit externe. Donc l'univers, le machin, les choses arrivent et m'arrivent et voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, les études ont montré que ce sont les personnes qui ont un locus of control interne qui réussissent et vivent le mieux et le plus heureux. Parce qu'elles ne sont pas dépendantes ou assujetties à des choses qui sont extérieures à elles et donc, du coup, elles sont complètement impuissantes. Donc, voilà, pour moi, il y a vraiment un égoïsme vertueux et l'égocentrisme, c'est la base. Il faut d'abord partir de soi pour aller vers l'autre, sinon on abuse de soi. Et justement, je vais détailler un peu les aspects de ce que moi j'appelle l'amour-propre, qui est c'est comme s'il y avait la lumière et l'ombre. L'ego, c'est l'ombre, et l'amour-propre, c'est la lumière. L'amour-propre, donc, pour moi, se décompose en plusieurs facettes, qui sont des aspects notamment de psychologie positive qui sont étudiés à l'heure actuelle, qui sont l'estime de soi, le respect de soi, l'assurance, la confiance en soi et la reconnaissance. Alors là j'ai vraiment très détaillé, des choses qui sont très proches bien sûr, mais je vais essayer de vous expliquer à chaque fois. L'estime de soi, c'est la valeur donc personnelle qu'on se donne. Par exemple, quand on est au chômage ou qu'on n'arrive pas à avancer dans sa vie, on a une estime de soi souvent très... Il faut absolument la travailler parce que si on la fixe sur des valeurs externes, sociétaires, d'accomplissement extérieur, ça va être chaud. C'est-à-dire que, en plus, elle va pas être très stable. C'est-à-dire que même si vous êtes un grand patron, on pourrait dire que voilà, vous êtes très grand, très accompli, tout ça. Si vous vous faites virer du jour au lendemain, vous n'êtes plus rien. Alors qu'en fait, voilà, l'estime de soi doit vraiment partir de soi. C'est-à-dire, oui, j'ai des qualités, j'ai une certaine valeur, je me donne une valeur, et je ne permets à personne de me rabaisser. Y compris moi. C'est-à-dire que vous ne devez pas, c'est faire le jeu de l'ego de se dire « ah, je suis trop nulle ». Non. Non, non, non. J'ai pas réussi à faire ça. Ok. C'était vraiment pas bien joué de ma part. Faut être honnête, mais faut pas être dithyrambique, il faut pas être méchant avec soi. Il faut être bienveillant avec soi. Donc, bienveillant même quand on le loupe. Oui, un peu sévère, mais vraiment, il faut aussi pouvoir se reconnaître des choses. Donc là, c'est l'aspect de la reconnaissance, c'est-à-dire que quand vous êtes arrivé à faire quelque chose, l'humilité ne vous empêche de vous vanter, et ça c'est bien, mais l'amour-propre demande à ce que vous reconnaissiez cette réussite que vous avez obtenue, en fait. Et toujours pareil, vous ne la cherchez pas à l'extérieur, c'est vous-même qui devez vous nourrir d'amour-propre. Tant que vous chercherez la reconnaissance, l'estime, le respect, l'assurance, la confiance à l'extérieur de vous, vous ne la trouverez pas. Et vous continuerez de vous faire du mal à nourrir votre ego. C'est pour ça que c'est super important de travailler sur soi et de se gorger d'amour et de travailler son amour de soi, son amour propre. Pour justement couper l'herbe sur le pied à l'ego. Après, il est genre... Ah ouais, mais bon. Il n'y a plus besoin parce que c'est aussi un mécanisme de défense, l'ego. C'est pour faire face, en fait. Donc du coup, quand vous avez des bonnes manières de faire face, il est plus nécessaire. Quand il est plus nécessaire, bah c'est bon. Après, il y a aussi des zones où il est pas mal à gripper. Je vous parlerai un peu des différentes sortes d'ego. Mais pour en finir justement avec l'amour-propre, bah, il y a aussi cette notion d'assurance. C'est-à-dire que quand on a conscience de sa valeur et qu'on se reconnaît des qualités, et puis qu'on a vécu des choses qui ont fait que oui, j'ai réussi à faire ça, je suis capable de. On a une certaine assurance, c'est normal. Et cette assurance, en plus quand elle vient de nous-mêmes, c'est par rapport à des choses qu'on a fait de notre passé, c'est un socle, un escalier sur lequel on peut se reposer, qui est solide. C'est vraiment de la solidité, c'est de la construction personnelle interne, forte, puissante, saine. Et puis enfin, voilà, quand vous avez tout ça qui s'est amoncelé, vous pouvez aussi voir l'avenir d'un plus bel œil. C'est-à-dire que j'ai fait tout ça, ouais, j'ai de l'assurance, j'ai de la reconnaissance, j'ai de l'estime de moi.
eh ben j'ai confiance du coup dans mes capacités. J'ai confiance en moi, je me fais confiance pour faire face à ce qui va venir parce que j'ai été capable de faire face. Pas forcément parfaitement, mais j'ai avancé. Et j'ai fait le mieux que je pouvais. Donc je peux vraiment aller au-delà de la vie en me faisant confiance, en faisant confiance à l'univers. Et c'est lié, si vous faites confiance à l'univers mais pas vous, c'est qu'il y a une partie de l'univers qui est pas débloquée, on va dire. Et si vous faites confiance mais pas à l'univers, ce qui moi m'arrivait, ben c'est pareil, vous vous bloquez de choses, vous vous coupez du monde, et c'est une synergie. Et enfin, le respect de soi, qui est malheureusement très largement... quand on parle de respect, pour moi, il ne doit jamais être extérieur, il ne doit jamais être dû. C'est vraiment quelque chose à travailler en soi. Il faut absolument se respecter. Et je dirais d'abord de respecter son corps, ses limites, ses manques. Si. C'est important de se dépasser, d'aller au-devant de ses limites, tout ça, mais il faut aussi voir quand on s'en demande trop. Et quand en fait, on abuse de soi. Et ça, malheureusement, on vit aussi dans une société où on est porté à abuser de soi, à abuser de son corps, à lui faire du mal pour des notions superficielles. Alors qu'en fait, on devrait en prendre soin. Si on prend soin de soi, on n'a pas besoin de chercher ailleurs que quelqu'un d'autre ou d'autres choses prennent soin de nous. On est bien servi par soi-même, en fait. Et des gens qui réclament le respect, alors qu'ils sont pas foutus de se respecter eux-mêmes, font une grossière erreur. C'est comme si tu fumes, par exemple, je prends toujours l'exemple de la clope parce que c'est flagrant, c'est vraiment le parangon pour moi du consumérisme aveugle. C'est vraiment, voilà, tu dois me respecter. Dis la personne qui est en train de se fabriquer un cancer de se jaunir les dents, d'avoir une mauvaise haleine, de se pourrir la santé et de raccourcir son espérance de vie. Est-ce que cette personne te respecte? Non. Mais elle te demande de la respecter. Bah non, je suis désolée, mais non. Hein. Et c'est juste qu'on ne respecte pas une personne qui ne se respecte pas. Parce que c'est pareil, si je respecte une personne qui ne se respecte pas, c'est comme si vous donniez quelque chose qui va être dévalorisé après. Donc si vous respectez la personne qu'elle est, son âme, pas de souci, mais sa personne, son ego, et aussi, ouais, effectivement, le fait qu'elle se fasse du mal, je pourrais jamais respecter le fait que les gens se fassent du mal. C'est impossible. Ça va contre mes valeurs et l'amour que je me porte à moi, je porte au tout. Quand vous faites du mal à moi aussi et à tout. Donc c'est pas possible de respecter et de se taire, ou en tout cas d'exiger un respect qui doit d'abord venir de soi. Et je vous assure qu'en fait que quand on s'estime, on se respecte, on est assuré, on a confiance en soi et on se reconnaît, vous n'aurez plus de problème avec les autres, ou si d'autres veulent vous voler dans les plumes, vous serez plus blessé. Vous aurez simplement conscience que n'ont pas trop travaillé leur ego et viennent vous chercher parce qu'ils ont des leçons à tirer de ça. Et voilà, vous êtes en sécurité dans votre maison de lumière intérieure, votre belle maison, et plus rien peut vous arriver. Vous serez plus testé en plus. Enfin, il y aura encore des tests, mais vous progresserez sainement. Contrairement que si jamais vous réagissiez avec votre ego, qui lui progresse toujours malsainement, détruit au lieu de construire. Donc voilà, effectivement, avoir conscience et accepter ses limites actuelles, parce que ces limites, c'est ce qui nous définit à l'heure actuelle, mais elles vont grandir, on va grandir encore. Donc oui, pour l'instant, on est imparfait, c'est pas grave. C'est parfait d'être imparfait, à l'heure actuelle, c'est ce qu'il faut. Avant de vous reparler des différentes facettes de l'ego, je vous parle de ça, et vraiment ce numéro de funambule, j'ai été amenée à l'arpenter, parce qu'il est, ma foi, assez simple d'être humble, simple, et vraiment de vraiment dire non à vraiment trop de confiance en soi, de toujours marcher sur une très très grande modestie. Justement, Gilles Wurz, c'est le mec le plus humble que j'ai jamais vu de ma vie, mais malheureusement, justement, il manque un peu de confiance en lui. Pourquoi moi j'en suis à faire ce numéro de funambule en permanence? Parce que mon totem, c'est le cerf. Et si vous cherchez un animal de pouvoir, un guide qui peut vous aider à acquérir plus de confiance en vous, moi je peux vous proposer le cerf parce que ça marche bien.
Et dans le sens, vous voyez un peu le père de Bambi? Voilà, lui. Lui, il a tout compris, oui. Et c'est une forme de royauté, de majesté qui n'a rien d'ostentatoire ou de malsaine, au contraire, c'est la vraie noblesse de cœur et de la sagesse. Donc pour moi, c'est voilà, vraiment le funambule entre effectivement les mauvais aspects. Oui, c'est des choses qui peuvent être très ambiguës. Des fois, il faut vraiment commencer à s'exercer, à trancher si oui, c'est en accord avec soi, si ça vient dans une place d'amour, ou si ça vient dans une place de peur, ou quelque chose d'assez négatif. Toujours, toujours, toujours. Et vraiment, le cerf, moi, plutôt que de me ratatiner et de jouer les carpettes, face à des attaques, face à moi-même, et m'a aidé à me revaloriser, c'est le cerf, effectivement, le cerf te force à occuper ta place, d'être dans ton droit, dans ton territoire, dans ta droiture, dans ton assurance, ton pouvoir. Je sais pas si vous pouvez le sentir là, mais là il y a le cerf, quoi. Et c'est une très grande protection d'être absolument droit et intègre et honnête, mais avec sa force, la force du respect de soi en fait aussi. Ça décourage la plupart des gens, de base. Parce que disent, oh non, je vais m'attaquer à forte partie là quand même. Et c'est pas une question d'attaque, c'est une question de posture vraiment. Si tu n'occupes pas ton espace, personne d'autre va le faire à ta place. On va attaquer même ton espace parce qu'il faut que tu apprennes à être qui tu es. Tout ce que tu es, toute ta valeur. Et à ne pas te sentir coupable de l'être. C'est atroce. Non, sois qui tu es. Affirme-toi sans écraser personne, mais sois à ta place dans ton espace, dans ton territoire. Parce qu'il le faut. Donc ça c'est le cerf. Vous pouvez aller le voir. Il peut faire ça pour vous. Je pense qu'il y a d'autres animaux de pouvoir qui peuvent aider vis-à-vis justement de cet amour-propre. Il y en a, je pense, plein, sûrement qui seront peut-être plus taillés pour vous. Vous en avez sûrement si vous devez travailler ça dans votre escarcelle, votre éventail d'animaux de pouvoir. Vous en avez certainement un qui va vous aider à travailler de la manière adaptée pour vous. Mais moi je vous parle du cerf parce que c'est celui qui m'a guidée par rapport à ça, à une plus de reconnaissance personnelle parce qu'au début tout simplement je le rejetais. Je me sentais pas digne de lui. Donc forcément ça fait travailler l'amour-propre en fait. Parce que l'ego il est bien content d'avoir le cerf, ça serait trop bien, c'est swagué et tout. Mais l'amour-propre, il est effrayé quoi. Il se dit, oh, mon Dieu, je suis ça. Mais non, enfin, d'où ça vient, pourquoi? Donc il faut se reconquérir. Il faut se reconquérir dans l'amour, dans la positivité, dans la reconnaissance de soi vraiment quoi. Enfin, quelle forme peut prendre l'ego? Parce que quand on commence à se surveiller, à s'empêcher alors vous allez voir, c'est un terrible enracinement mental. Après, il y en a, ils sont plutôt humbles de nature, ils ont moins à bosser, mais moi je vous assure que j'étais vraiment une teigne d'ego, surtout intellectuel. Vraiment un très fort ego intellectuel. Moi j'ai été élevée dans une forme de snobisme intellectuel, de considérer que la supériorité, la compétition tout le temps, des valeurs très consuméristes d'entreprise. Ou vraiment, toujours tout le temps être évalué, c'est hyper lourd. Et malheureusement, ça vous fait des racines dégueulasses à déboiser en quotidien. Et même si vous pensez avoir dit « Ah, j'ai bien travaillé, quand une personne vous dit « Ah, j'ai travaillé mon ego, c'est bon », c'est son ego qui parle en fait et qui dit « Ouais, je suis toujours là !» Elle croit que c'est fait, mais c'est pas fait. Parce que, voilà, votre ego vous dira « Oui, oui, non, c'est bon, mon ego, je l'ai fait. » Non, c'est un travail quotidien. Chaque fois que vous parlez, vous pensez, il faut que vous ayez conscience s'il y a des choses qui sont un peu négatives comme ça, qui se mettent en place, et il faut pouvoir désherber ça. Et c'est pas évident parce qu'effectivement on a des mécanismes sociaux. Quand vous êtes tout seul sur votre montagne, c'est pas trop difficile de pas avoir d'ego, mais quand vous êtes confronté à votre famille, des gens proches, des gens avec qui vous avez grandi et appris à des valeurs comme ça, c'est une gageure, et ça, il ressurgit très rapidement parce qu'il y a des blessures. Et que vous n'avez pas toutes guéri. Donc il faut pouvoir en prendre conscience. Et puis c'est sûrement aussi que si ça ressurgit, c'est des bons moments pour travailler dessus et pour pouvoir aller à la racine de la blessure et la guérir. Donc ce sont des opportunités. Ce ne sont pas juste un exercice, une discipline où il faut être
voilà, une discipline de fer et il faut pas céder et tout. Non, mais il y a une valeur à ça quand même. C'est pas gratuit. Mais bon, ouais. Donc, pour moi, quand on commence à travailler l'ego, on commence à être moins vachard social, à écraser les autres et tout ça. Tout en travaillant donc son amour-propre, on commence à plus s'écraser non plus. Et quand on commence à être un peu plus égalitaire vis-à-vis des autres, bon, déjà, c'est un bon pas en avant. Mais en plus, bon, ça, c'est pas mal de gens dans la spiritualité en sont arrivés là. Malheureusement, il y a aussi des formes d'ego qui sont un peu déguisées, parce que l'ego justement va se réfugier dans d'autres territoires, là où il y a des blessures en général, pour survivre, hein, parce que c'est une partie de vous qui ne veut pas mourir. Moi j'ai hâte qu'elle meure, parce que je serai plus que lumière, donc c'est tout bénef. Mais c'est vrai que bah, voilà, elle va se réfugier notamment, alors pour moi, comme je vous disais, c'est un ego intellectuel, qui peut être pas mal, hein, qui va dire, qui va juger, qui va évaluer, qui va, parce que à la fois, il se base sur votre valeur, mais c'est aussi des fausses valeurs, fausses morales comme ça, d'être au-dessus, de mieux qu'eux et tout ça. Et c'est vraiment, vraiment chaud à désherber, à plus le laisser comme ça, parce que c'est vraiment très, très ancré en termes d'éducation. Donc il y a un ego intellectuel, hein, les gens snobs qui disent que par exemple, il y a un ego musical par exemple, c'est-à-dire que les gens qui disent « Ah, ça c'est ce style musical-là, c'est de la merde », ou qui disent, enfin voilà, tous ceux qui sont un peu techniciens de la musique vont dire ah ça c'est pourri, même effectivement la daube commerciale, parce qu'effectivement musicalement c'est pas très recherché. Oui, ok, mais tu n'as pas le droit de dire, d'évaluer la musique mieux ou moins bien. Pas vraiment, ou en tout cas le dis pas et laisse les gens écouter ce qu'ils ont envie d'écouter. Même si effectivement, musicalement c'est pas forcément très technique. Ça leur parle, la musique a une valeur plus forte que celle de l'ego. Et donc il y a des égos comme ça, intellectuels, musicaux, artistiques, qui peuvent se trouver. Et notamment en fait une bonne manière en fait de voir où est votre ego, où est sa place, que ce soit dans des situations sociales, dans des situations de tous les jours. Si vous voulez vous tester, c'est simple, faites quelque chose mal, faites quelque chose de ridicule, et vous allez voir si l'ego est là. Mettez-vous en danger vis-à-vis de ça. Provoquez-le un peu. Et voyez un peu comment vous réagissez. Et comment les autres réagissent. C'est-à-dire que, par exemple, voilà, quand j'ai vraiment commencé à épouser mon enfant intérieur, et à me dire, allez, je fais pas parfait, c'est pas grave. Je vais même mal faire. Il y a quelque chose. Je me disais, et pourquoi pas? C'est pas grave, on joue. Et là, ceux qui sont pleins d'ego vont te juger, vont t'écraser, tout ça. Mais tu t'en fiches parce que tu as accepté cet état de fait. Que tu fais pas bien. Et t'es libéré d'un poids de ouf et tu te contentes juste de t'amuser. Et pareil, quand moi j'ai une déesse qui va me remettre tout le temps, dès que je vais commencer à me la péter, à me prendre pour ce que je ne suis pas, elle va me recadrer, c'est-à-dire que je vais me taper, je vais me rendre ridicule, je vais me blesser, je vais me faire du... Enfin, je vais... Vous voyez, vous savez quand vous dites trop, ah je vais jeter ce truc à la poubelle, et en fait ça fait un vieux jet pourri, ça atterrit à 2 mètres, vous vous dites je suis une merde, je ne sais pas tirer. Alors, faut pas dire je suis une merde parce que ça nourrit l'ego, mais vous dites, ouais, oui, je me prenais pour ce que j'étais pas, quoi. Et puis, comme par hasard, c'est dans les moments où vous êtes en harmonie avec vous-même, avec le tout, il n'y a absolument aucun ego et vous êtes juste bien, vous le faites sans réfléchir et d'un seul coup, c'est parfait. Ça, c'est typique de la loi de l'emmerdement maximal, mais qui est génial pour apprendre à justement à savoir quand est-ce qu'on est dans son intériorité, sa lumière, et quand justement non. Et que justement on a besoin d'un peu de ridicule, de descendre de son piédestal, de se mettre à un niveau vraiment, mettez-vous en danger et vous allez voir si votre ego il a été travaillé ou pas. Parce qu'il y a une vraie vertu, je vous assure que ça déverrouille ça, l'humour, le ridicule, l'humour vraiment pas d'évaluateur mais pitre, vraiment ouais, le comique clown quoi, à faire l'imbécile qui peut le plus peut le moins et voilà, votre ego va juste hurler mais vous serez toujours là, vous existerez, vous n'allez pas mourir parce que l'ego vous dira le ridicule tue l'ego. Ouais, donc c'est une bonne chose. Et moi c'est parce que il m'est arrivé des choses ridicules et que je me suis dit mais j'ai survécu puis peut-être que ça m'a fait du bien
Parce que j'ai descendu d'illusions, je suis redescendue sur Terre, et ça m'a fait du bien. Et ouais, donc vraiment une bonne manière de vivre sans ego, c'est de se rendre un peu tout le temps ridicule, d'être dans la joie, dans le moment présent. Là, il n'y a plus de territoire de l'ego. Enfin, un qui est assez chacal, surtout dans le milieu spirituel, c'est l'ego spirituel, qui veut que justement tu sois humble, qu'il faut beaucoup travailler, que machin, et puis qui sait la lumière divine. Et là je vais parler de Cyriliel, qui a parlé pour je sais plus quelle émission là, qui était le grand changement avant, de l'ego. Alors il en parle très bien, parce qu'il est une démonstration vivante de ce que c'est que l'ego spirituel notamment, de « Ah, je sais, c'est très important que vous sachiez car vous ne savez rien ». Oh mon Dieu, croire que parce que tu es un ange incarné, bon excuse-moi, moi aussi, s'il y en a plein qui sont des anges incarnés, ils savent pas forcément, mais c'est pas plus mal, hein, ils le disent pas forcément, et puis mine de rien, l'ego, ça va bien chez eux. Croire que tu sais mieux que les autres. Non, chacun a une petite partie de la vérité. Et toi aussi, tu as une petite partie de la vérité. Et il faut toujours le reconnaître chez les autres. Le paysan, dans le fond de sa campagne, le mec qui gère des chefs dans le Larzac, ça se trouve, il a une philosophie, une science, un savoir, une pensée, une spiritualité qui te dépasse largement parce qu'il a tout sorti de la contemplation, du moment présent, de petits gestes qui sont toujours de l'ordre de la spiritualité. Toujours. Donc vraiment se dire... Voilà. Donc l'ego spirituel est une réalité, surtout dans le New Age où vraiment ça va y aller de « Ah oui, moi je vais ascensionner, je suis un maître ascensionné, j'ai des 11 dans ma numérologie, j'ai du 22, j'ai du 33. » Vraiment il y a des machines à ego dans la spiritualité. Une qui travaille bien son ego, c'est Isabelle Padovani, c'est pour ça que j'aime bien, parce que justement elle s'est mise en scène avec des moments ridicules et humoristiques qui désamorcent totalement l'ego et qui passent très bien avec le public parce que c'est joueur, c'est enfantin, c'est spirituellement sain, ça va à la source de notre enfant intérieur, à la source de la vie, de la joie, donc c'est beau et c'est bon. Et quand tout de suite il y a un grand décorum, des grands mots, quand ça se met en scène, quand ça dit je suis ça, je suis ci, moi je sais que par exemple je pourrais le faire, je le fais pas, parce que je sais que ce serait de l'ego, ce serait pas forcément faux sur le fond, mais ce serait faux sur la forme. Et la forme implique autant que le fond, vraiment. Donc, faut pas exagérer sur le fait qu'un ego spirituel peut vraiment plus vous empêcher de progresser spirituellement. C'est que si vous croyez que vous êtes que lumière, vous vous plantez. Et les maîtres ascensionnés, ceux qui s'incarnent, à l'heure actuelle ils sont plutôt jeunes maintenant, ne vous diront jamais je suis maître ascensionné. Ça n'a pas de sens pour eux. Et en plus ça sert à rien. Tu le vois, tu le constates. Le machin, il est pur amour, ça se sent, hein, c'est tout. Et bien sûr je le sens quand Cyriliel, qui a plein d'ombre. Si t'as de l'ego, t'as forcément de l'ombre si t'as suivi ce cours. Donc calmez-vous, et c'est pas parce que effectivement une âme est un peu évoluée, elle a des vies, c'est clairement pas parce qu'une âme est très vieille qu'elle vaut mieux que des plus jeunes. Les plus jeunes, ok, ils ont plein de choses à construire, mais peut-être qu'en termes de valeur, de courage, des premières bribes de lumière qu'ils ont, elles brillent peut-être plus intensément que ces vieilles âmes qui se traînent des vieux karmas, qui s'accrochent à des choses qui les empêchent de s'élever et qui brillent plus tellement, je vous assure. Moi je préfère une jeune âme humble qui a envie d'apprendre et qui a une belle lumière déjà, qu'une vieille âme qui se prétend super évoluée, qui a fait ceci, cela. Ouais, ok, d'accord, mais t'as mis tout ce temps-là et t'as toujours pas ascensionné, c'est quoi le problème? T'attends quoi là? Tu crois qu'on va le faire à ta place? C'est... Vraiment, n'hésitez pas. Parce que c'est ça qu'elle demande en fait, à se vanter, il faut qu'on les recadre. C'est comme ça qu'on peut mieux aider leur âme à justement vraiment progresser. C'est pour ça qu'on vit en communauté, c'est parce qu'on sera confronté aux autres, ils nous feront toujours miroir. Et justement, ça nous permettra de nous reconfronter à nous-mêmes quand on a oublié de travailler sur soi et de se mettre face à un miroir. Donc je pense que j'ai fait le tour.
Si vous avez des questions ou si jamais vraiment effectivement travailler sur son ego, ça va vraiment, moi au bout d'un moment je croyais que c'était mon intuition qui parlait. Des fois j'entendais des mots et en fait c'était l'ego qui me parlait à la place de l'intuition parce que l'intuition j'arrivais pas encore à la reconnaître donc ça me faisait faire un peu de la merde. Mais vraiment quand vous trébuchez, quand ça vous fait souffrir, quand machin, bah c'est que c'était de l'ego. On vous apprenez cette leçon et ça vous reviendra pas dessus. Et quand ça se passe bien, que vous êtes dans la lumière et dans l'amour, quand vous êtes dans l'amour, dans la joie, vous pouvez pas être dans l'ego. Ça n'a pas de place. Donc vraiment, prenez soin de vous, respectez-vous, prenez soin de cette part d'ombre qu'on a tous en nous, à l'exception des très rares maîtres ascensionnés qui vivent sur Terre actuellement et qui vont arriver sur Terre plus tard. Mais vraiment à l'exception de ceux-là, dites-vous bien que tout le monde a de l'ombre et qu'il n'y a pas de super grand maître, et c'est ça qui est cool, c'est qu'on avance tous ensemble avec nos parts d'ombre à nous, et que ce fait de se confronter honnêtement et dans l'amour nous fait progresser, nous nourrit, donc c'est cool. Voilà, et c'est ce qui nous rend humains aussi, hein, mine de rien, parce que quand on est plus que lumière, c'est un peu genre, ok, mais qu'est-ce que tu fous là? Tu devrais pas, je sais pas, devenir une planète, tu vas continuer ta route? Bon, c'est gentil de rester, mais je ne me connecte pas avec toi, tu n'as plus cette ombre. Bon, c'est cool d'être avec toi, mais voilà. Je me sens un petit peu imparfait là quand même. Ouais, ça peut foutre de la pression. Mais dites-vous bien que tous ceux qui disent qu'ils sont parfaits ne le sont pas. Donc voilà. Pour vous, j'espère que ça vous a recadré, que ça vous a aidé. J'espère que cette définition de l'ego est vraiment claire. Il y a vraiment beaucoup de pièges de l'ego, beaucoup d'illusions comme ça, et moi je sais par exemple à l'heure actuelle je suis testée, pareil, sur cet ego intellectuel, sur cet ego moral, c'est-à-dire qu'on vaut mieux, qu'on a travaillé sur soi, donc il faut apprendre aux autres, parce que l'ego vous blessera et blessera toujours les autres, et surtout ceux que vous sentez, quand vous avez votre intuition qui vous dit ah, oui, là tu vas être testé là-dessus, c'est le moment de travailler ton ego. Et de le guérir aussi, pour vraiment faire la lumière sur ses racines, et déplanter quelque chose pour planter quelque chose d'autre, de l'amour, et vous évoluer. Donc un ego, ça se travaille pendant plusieurs vies, pendant toutes ces vies. Vraiment ces ombres, voilà, c'est ce qui fait de nous des êtres humains, donc faut avoir conscience qu'on est imparfait, que c'est parfait d'être imparfait, se lâcher un peu la grappe, et voilà, ça se fera petit à petit. Et j'espère que grâce à cette vidéo, vous pourrez le faire plus dans l'amour que dans la douleur. Parce que c'est quand même mieux. Voilà. Eh ben, je vous dis à la prochaine vidéo de cours qui, je pense, se traitera du chamanisme celtique. Parce que ça, parler de l'ego, c'est vraiment une base du chamanisme. Une grosse base. Et voilà, donc à plus pour de nouvelles vidéos de cours, enseignement. En toute humilité, en tout pyjama en tout cas. Voilà. Au revoir, portez-vous bien.